Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Louis Rigaud. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Voilà, donc Jean-Louis Rigaud n'est pas tellement connu à Montpellier, discret, mais il a connu la politique, le monde judiciaire, et vous n'avez pas la langue dans votre poche. Donc c'était 3 bonnes raisons pour vous inviter. Merci. Donc c'est un entretien qui va tourner autour de la politique, de la liberté et de la justice. Vaste sujet. Vaste sujet, passionnant. Bon, Jean-Louis Rigaud donc, est montpelliérain, 79 ans, avocat à la retraite depuis 2008, 6 enfants, donc je disais tout à l'heure, pas médiatique, discret avec la presse, a fait ses études de droit à Paris, à Sciences Po Paris, protestant du côté du Collet de Dèze, dans les Hautes-Cévennes, et agatois d'une famille de pêcheurs, donc voilà, c'est la terre et la mer, la montagne et la mer, le mariage de la montagne et de la mer. Belle voilà. Mère avocate, père huissier, associé de François Delmas, donc voilà, le maire d'Avant-Fraîche en 1966 dans son étude d'avocat, proche de lui politiquement. Donc vous avez vu le système judiciaire partir en vrac depuis 66, donc ça fait pas loin de 50 ans passés. Donc la passion, la littérature, Stendhal à fond. Pourquoi Stendhal? D'abord parce que c'est un vrai cynique et apparemment un cœur sec. En réalité, c'est un passionné de la vie, de l'amour, de l'Italie, de la musique, de la littérature. Chaque livre de Stendhal est un bonheur qu'on peut relire 50 fois. On y trouve toujours quelque chose qu'on n'avait pas vu. D'accord. Donc vous dites, je suis réactionnaire en littérature parce que vous aimez Villon, Pascal et Agrippa d'Aubigné. Oui. Pas d'Aubigné. Vous arrêtez donc au XVIe siècle. Jusqu'à Apollinaire. Ah d'accord. C'est okay. Un grand saut dans le monde moderne. Qualité travailleur, défaut caractériel. Oui. Autre chose à ajouter? Non. Voilà, donc on va partir sur le numéro 891 de La Glorieuse. Donc, en discussion houleuse, Rémi Gaillard déballe tout. Voilà, l'humoriste a accepté de retracer pour la Mouette l'ensemble des rebondissements de l'entre-deux tours. Nous vous le recommandons particulièrement. Ensuite, on revient sur le rôle du maire, chef des opérations, dans un article de Georges Roch intitulé « Les arpenteurs de la République ». C'est vrai que depuis le début de l'année, le maire est très très présent. Et c'est un peu partout pareil, dans beaucoup de villes, le maire a pris une place que la République a laissée. Voilà, ensuite on revient aussi sur un article sur le poids de Georges Frêche. Est-ce qu'il représente encore quelque chose aujourd'hui? Et à Castelnau, donc dans le cadre de la campagne, fébrile, donc on envoie la police à ses opposants. Voilà. Donc Jean-Louis Rigaud, merci d'être venu. Voilà, je vous ai invité parce que vous m'avez dit que la justice et les libertés publiques sont en train de foutre le camp. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? D'abord et surtout les libertés publiques, puisque la justice n'est qu'un instrument pour défendre les libertés publiques. Les libertés publiques, et pardon de faire grandiloquent, c'est la base de notre civilisation. Ça existait déjà avant la Révolution. Le XVIIIe les a refondées sur des bases plus théoriques. Les libertés publiques marquent tout. Notre Constitution, la justice, les passions politiques, elles sont le lien commun de notre histoire et de ce que nous affirmons être. Résumé, la France, pays des droits de l'homme,
dit-on toujours. Ces libertés publiques, c'est en train de devenir un mot trop usé. Ça répond d'abord et surtout à un besoin. Et c'est une réponse à l'indignation. L'indignation parce qu'individuellement, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. L'indignation parce que nous voyons les autres être victimes de ce que nous considérons comme une injustice. La fureur et l'impuissance devant la force. Ces sentiments traversent les âges. Ils sont particulièrement nécessaires à notre temps. Je cite un de mes profs de droit qui s'appelait Audin à Paris, qui faisait trembler ses étudiants d'une sainte émotion quand il parlait des libertés publiques. Or, ces libertés publiques sont actuellement gravement menacées. Elles sont d'abord menacées parce que nous vivons dans une société tellement paisible, tellement aseptisée, que le goût de la liberté se perd chez tout le monde, même moi. Les libertés publiques, ça répond à un besoin. Or, nous vivons dans une société, je me répète d'ailleurs, paisible, aseptisée, et on ne voit plus de grands cris de protestation. C'est-à-dire que la demande de liberté me paraît baisser. J'espère me tromper, je crains de ne pas me tromper. Alors, oui, les libertés publiques, la démocratie, c'est pas la loi du plus fort, c'est pas la loi de celui qui est le plus fort. Mais quand même, il y a beaucoup, vous parlez d'indignation, il y a beaucoup d'indignation aujourd'hui. Il y a eu des indignations avec les Gilets jaunes, il y a eu des indignations avec, dernièrement sur le racisme. On a l'impression que, voilà, que la démocratie aujourd'hui est dévoyée un petit peu. Quel est votre regard là-dessus ? Je dirais que ces indignations qui sont réelles et qui sont très diverses ne trouvent plus dans la démocratie, c'est-à-dire le fonctionnement des institutions, les élections, etc., le moyen de s'exprimer. Et que donc, n'utilisant plus les instruments qui sont à leur disposition, ces indignations se dévoient dans la violence. Et la violence, c'est nécessairement la porte ouverte à la servitude, à la fin des libertés. Que ce soit parce que le violent devient lui-même puissant s'il prend le pouvoir, ou que ce soit parce que le puissant devant la violence trouve un prétexte à supprimer la liberté. Aujourd'hui, peut-on dire qu'il y a une restriction des libertés individuelles acceptée ? Oui. Un exemple, la loi Avia. La loi Avia est un monument scandaleux. La loi Avia prévoit que si, sur des réseaux informatiques, on prononce des termes choquants pour une partie des lecteurs, pour la plupart des lecteurs et des usagers, une société privée, dans le cas présent américaine, a l'obligation de supprimer ses propos ou ses écrits sous une sanction financière extrêmement importante. Si on compare la loi Avia à la loi de 1881 sur la presse, qui est une vraie loi libérale, que nous devons en partie à un Montpellierin qui s'appelait Jules Lisbonne, alors député en 1881. On voit que le législateur protège la liberté de la presse, qui s'applique en principe à tous les moyens d'expression, par la procédure et par un examen judiciaire extrêmement pointu et minutieux. L'abandon du contrôle par la justice, l'abandon du contrôle a posteriori, après les faits, et la création d'un délit quasiment a priori. L'ouverture à des sociétés privées
et quasiment étrangère, est un reniement absolu des principes qui ont fondé la liberté de la presse et qui sont incarnés par la loi de 1881, qui est une des grandes lois de la Troisième République naissante, et qui est en elle-même, quel que soit le régime, une très grande loi libérale. Expliquez-nous pourquoi aujourd'hui seulement un tiers des affaires qui sont données devant un tribunal sont poursuivies. Ça, c'est un problème. Il y a une double réponse. La première, c'est que la justice n'a plus les moyens. Il n'y a pas assez d'argent, pas assez de greffiers, pas assez de magistrats. Les locaux sont exigus, l'informatique est invraisemblable, l'informatique ne marche pas. Et que la justice, c'est un lieu commun. La justice ne marche plus. Pas avoir de conséquences. Les magistrats, alors que les tribunaux sont extrêmement encombrés, ne veulent pas encombrer un peu plus les magistrats. La seconde, et ce qui est une très bonne chose, c'est que le parquet a un pouvoir, pas discrétionnaire, mais très important, pour faire le tri entre les plaintes absurdes, et il y en a, et les plaintes fondées. Et pour ces deux raisons, le fait qu'un pourcentage faible des plaintes se termine devant la justice se comprend. Aujourd'hui, là, donc, on vit dans une société là, qui utilise beaucoup d'outils pour réduire un petit peu les libertés, si je peux me permettre. Donc il y a les caméras à reconnaissance faciale qui sont installées dans toutes les villes, le pistage numérique. Dernièrement, il y a eu l'application post-Covid. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que George Orwell a gagné la partie? Oui, George Orwell était, par rapport à ce qui se passe en Chine, un bébé balbutiant. En Chine, actuellement, les caméras reconnaissent la personne qu'elles voient, elles analysent son comportement, et vous avez derrière des écrans une police innombrable qui, à la première incartade, sanctionne. D'après ce que j'ai pu lire, sanctionne en interdisant les déplacements, sanctionne professionnellement. Or, ce que nous avons vu, en particulier les caméras en ville, que nous avons vu comme un progrès dans la défense sociale, j'ai commis l'erreur de penser ça, n'était en réalité que le début de l'utilisation des outils informatiques, des outils modernes, pour un contrôle général de la société. Les impôts savent tout de moi financièrement, les services de police savent à peu près tout, ils savent ce que je fais par mon téléphone portable et où je vais, ils savent ce que j'ai sur mon compte en banque, ce que je fais avec mes sous, ils savent si j'appartiens à tel ou tel groupe social, à telle ou telle société. Les jeunes disent « nous sommes fliqués ». Oui, nous sommes fliqués. Oui, nous le sommes de plus en plus. Oui, c'est une atteinte gravissime aux libertés parce que ça entraîne une peur vague, une crainte vague qu'un jour, puisque nous sommes scrutés trop souvent, un jour, ce qui est vu par une caméra, ce qui est dit sur un réseau social, ne soit utilisé contre nous. Et ça rejoint cette perte du goût des libertés publiques dont je parlais tout à l'heure. Peut-on dire que cette perte de liberté et cette paupérisation aussi, qui va de mise avec cette paupérisation, on évolue lentement vers une société démocratique à la chinoise? Oui, la Chine est manifestement notre avenir. Puisque nous vivons dans une société où il y a l'exaltation du pouvoir économique, la Chine exalte l'argent,
les puissants, les milliardaires, cette société qui se prétend communiste est en réalité la société la plus capitaliste au sens péjoratif du mot capitalisme, et en même temps, c'est le régime le plus fliqué qui existe actuellement au monde. Comment vous expliquez que nous n'ayons jamais été autant protégés, mais d'un autre côté, il n'y a jamais eu autant de pression contre les libertés individuelles? Je pense que... C'est lié? Oui, c'est lié. Il y a eu, après la guerre... Protection, flicage. Protection, flicage. Il y a eu, après la guerre, l'invention d'un système social magnifique. Grosso modo, les systèmes de sécurité sociale en Angleterre, en France, ça existait déjà en Allemagne, ça n'existe qu'en embryon aux États-Unis. Ces institutions ont transformé l'État en réalité une nounou maternelle, puisque, je crois, entre la moitié et les 2/3 des dépenses publiques sont des dépenses sociales. Mais ces dépenses sociales, qui sont évidemment nécessaires, qui sont évidemment un ajout superbe à notre société, c'est en même temps un outil d'infantilisation. C'est-à-dire que la peur de l'avenir, la peur de manquer, pour parler comme les paysans d'il y a un siècle, qui était le moteur de l'initiative, du goût de la liberté, cette peur a disparu. C'est aussi une des causes de la perte du goût de la liberté. Comment vous expliquez, dernièrement, là, Jean-Pierre Grand a déposé un projet de loi qui veut faire interdire les photos de policiers. Les photos de policiers. Oui. Et d'un côté, et sous peine d'amende très importante vis-à-vis de journalistes qui publieraient ces photos de policiers. Et d'un autre côté, il a installé des caméras partout à Castelnau. C'est un exemple de plus de cette passion répressive. Poursuivre des journalistes avec de grosses amendes, c'est le rêve de ceux que les journalistes rêvent. Installer de nouvelles caméras à Castelnau, de nouveaux procédés de fliqués, c'est aussi le rêve des élus. Voilà. Donc, et la ministre de la Justice, là, qui a eu des fonctions très importantes, elle était rectrice de Toulouse, ex-première adjointe, membre du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, elle reçoit la famille Traoré en tant que ministre de la Justice. Est-ce qu'elle ne sort pas de son cadre de neutralité? Madame Belloubet se comporte, qui paraît-il est magistrat, et qui a été au Conseil supérieur de la magistrature, se comporte d'une manière ridicule et navrante. Parce qu'enfin, j'ai entendu ça à la télé, c'était l'évidence, un procès, c'est un conflit entre A et B. Et lorsque le ministre de la Justice, garde des Sceaux, reçoit A pour l'assurer de son soutien ou autre chose, ou pour lui dire de bonnes choses, c'est nécessairement au détriment de B qui, lui, n'est pas reçu. Et c'est nécessairement un signalement indirect au magistrat d'avoir à avantager A au détriment de B. Ce qui est le contraire de la justice. Et comment vous expliquez que le ministre de l'Intérieur, interviewé chez Bourdin la semaine dernière, dit du côté des manifestants, il n'y aura pas de sanctions, et d'un autre, il dit du côté de la police, si un soupçon est avéré, il sera suspendu. Là, c'est pareil, il n'y a pas une substitution à la justice? Mais évidemment. Et M. Castaner, à l'évidence, ne sait pas ce que c'est qu'une liberté publique. Il prononce peut-être le mot, mais il ne sait pas ce que c'est. M. Castaner aurait pu être ministre de l'Intérieur sous Ceausescu ou autre dictateur local. Dans un état de droit, est-ce qu'on ne confond pas ce qui est juste et ce qui est légal? Mais si. Justement, ça c'est un problème important. Les problèmes de morale sont des problèmes de conscience personnelle. Mais, d'abord, on ne peut pas imposer à autrui sa propre morale, premièrement. Et il n'y a rien de plus imprécis que la morale. Qu'est-ce que c'est qui est moral? Qu'est-ce que c'est qui est immoral?
J'ai un exemple. Je suis né en 41. En 41, Pétain était au pouvoir et on a condamné à mort et exécuté à Montpellier une infirmière qui avait procédé à un avortement. Nous sommes en 2020. Elle a été condamnée à mort? Oui, exécutée. Et nous sommes en 2020. Actuellement, contester le principe même de l'avortement constitue un délit. Je simplifie outrageusement. Enfin, il y a un texte qui dit que la propagande contre l'avortement doit être réprimée. Ce qui montre à quel point la morale est un problème relatif. Et puis c'est vague la morale. Or la justice, pour s'exercer, a besoin de textes précis, minutieux, qui permettent à des juges, dans le calme, de contrôler si le fait a un rapport avec la loi qui doit être précise par nature. L'appel à la morale, parfois nécessaire, protection des mineurs, entre autres, protection pendant la guerre contre la trahison, l'appel à la morale est en soi un appel illibéral. Et dans ces deux cas, là, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'on navigue pas en dehors des règles de droit? Mais si, nécessairement. Nécessairement. Et ça, à votre sens, ça participe à quoi au niveau de la vie commune en société? Ça veut dire que démocratique. Le juge des Sceaux, qui est par nature le protecteur de la liberté des magistrats, eux-mêmes protecteurs de nos libertés, ne sait pas ce que c'est que la liberté individuelle et que l'égalité dans un procès. Il ne sait pas. Elle ne le sait pas. Est-ce que c'est grave, docteur? Mais c'est plus que grave. On a dépassé la gravité. On est dans l'infantilisme. Et on va bientôt supprimer la justice, alors? Oui, regarde, il y a un exemple frappant. La justice se fait avec un nombre innombrable de règles minutieuses sortant de la nuit des temps, des philosophies politiques, qui font qu'elles s'exercent lentement, de manière minutieuse et précise. Or, cette justice disparaît, et elle disparaît à l'intérieur d'elle-même, d'abord parce que, je prends un exemple, les droits des avocats, qui ont toujours été en France extrêmement ténus par rapport aux droits des avocats dans les pays réellement libéraux comme l'Angleterre. Et cette liberté, j'ai perdu le fil de ma phrase. J'étais sur les avocats. Et ces libertés sont énormément restreintes et de plus en plus. Ne fût-ce que par des considérations matérielles, mais aussi par des textes de plus en plus compliqués, complexes, etc. Enfin, il y a un exemple frappant. C'est que l'oralité, le fait de défendre en parlant à des juges, d'homme à homme, dans le cadre de relations humaines, disparaît de plus en plus au profit des relations écrites. Or, les relations écrites, ce sont les rapports d'un client avec une société commerciale ou d'un administré avec l'administration. Ça n'a rien à voir avec le rapport humain fondamental qui est celui de l'avocat et du justiciable avec le juge. Quand Georges Frêche a été élu, lorsque l'ex-clip d'Elmas est sorti de la mairie, certains élus se sont fait cracher dessus. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se repasser au vu des tensions politiques très fortes qu'on vit actuellement? Oui. 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 C'est d'ailleurs un des problèmes actuels, c'est que quand on écoute parler à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, Gilets jaunes, Black Lives Matter, on a parfois l'impression qu'on est au bord de la guerre civile. Moi j'ai connu la 4e République avec les manifestations du Parti communiste qui étaient extrêmement impressionnantes, mais c'était des manifestations encadrées, policées. Elles ont parfois débordé dans des actes illégaux, mais, comment dirais-je, il n'y avait peut-être pas cette espèce de violence diffuse, collective, dont nous constatons l'existence actuellement. Alors aujourd'hui, on déboulonne les statues, là, vous avez vu, c'est la grande mode. Est-ce qu'il faut déboulonner toutes les statues de ceux qui ont eu des propos pro-esclavage,
vu que c'était quand même quelque chose qui était très répandu du XVIIe au XIXe siècle. Et quid de la place des grands hommes de Georges Frêche? La place des grands hommes de Georges Frêche est, comme la plupart de ce café Frêche, ridicule, navrante et épisodique. Ça n'a pas de sens. Bon. Le problème de l'esclavage est un problème différent. On a tendance à le juger, quand on est natif d'ici, comme un problème lointain, etc. J'ai eu la chance de rencontrer un confrère qui était guadeloupéen, qui est un confrère toujours en activité, qui s'appelle Nemoza, qui est un confrère pour qui j'ai une estime profonde, par son honnêteté, ses qualités, son talent et ses qualités d'intégrité. À qui un jour j'en parlais et qui m'a dit: vous ne comprenez pas à quel point c'est pour nous une blessure qui n'est pas refermée. Et ça m'a frappé parce que Nemoza est certainement une des personnes les plus modérées, les plus calmes que je connaisse. Et si Nemoza m'a dit ça, ça m'a fait réfléchir. Et effectivement, c'est une blessure dont je comprends, grâce à lui, qu'elle ne passe pas. Autre sujet, donc, pourquoi, selon vous, la haute autorité, pour la transparence de la vie publique, n'a pas le pouvoir de poursuivre les élus? C'est une excellente chose, parce que ces autorités administratives indépendantes, qui ont de plus en plus des pouvoirs disciplinaires extrêmement importants, ne sont pas la justice. Elles ne sont pas soumises aux règles de procédure de la justice. Et à ce sujet, je me souviens de mes lointaines études, une phrase d'un juriste allemand qui s'appelait Ehring, qui disait: la procédure, c'est la fille aînée de la liberté. C'est une phrase à creuser qui est pleine de sens. Et non seulement elles n'ont pas les règles de procédure des juges, les personnes qui composent les conseils disciplinaires n'ont pas le statut des magistrats, il n'y a pas les multiples possibilités de recours qu'il y a dans la justice civile. C'est une sous-justice, sous le prétexte de la technicité des problèmes, comme le financement public, le financement des campagnes électorales ou les problèmes de radio-télévision. On porte atteinte à ce qui doit être le monopole du juge, qui, dans nos principes, est par nature le défenseur des libertés publiques. Et le seul défenseur des libertés publiques, puisque c'est lui seul qui doit les défendre. Alors pourquoi nos libertés sont de plus en plus encadrées? Donc on a parlé des libertés générales, mais des petites libertés, le droit de fumer, le droit de conduire, le droit de marcher sur la pelouse, le droit... Voilà, maintenant on est de plus en plus encadré. D'abord pour des raisons générales dont nous avons parlé, mais aussi parce qu'il y a la passion de l'administration qui consiste à prendre des règlements. Il faut voir, par exemple, le Parlement vote un texte de loi, puis ensuite il y a un décret d'application, puis ensuite vous avez des circulaires. Il faut lire les circulaires, qui sont la loi pour une administration. Une administration, la loi, le règlement, c'est un peu loin, le décret. C'est la circulaire. La circulaire est méticuleuse, elle est minutieuse, et elle crée de nouvelles sous-règles. On a un exemple dans l'histoire de Swift, de Gulliver, victime des nains, qui l'ont entouré de dizaines de milliers de ficelles qui l'immobilisent absolument. L'administration, c'est ça. C'est le nain qui immobilise le citoyen par des milliers de règlements. Et comment ça sortir alors dans cette jungle de millions de textes réglementaires?
il faut que le goût des libertés revienne. Et le goût des libertés, c'est à la fois une réaction individuelle, c'est à la fois le résultat de l'indignation, et il n'y a jamais assez d'indignation et jamais de goût de sa propre liberté. C'est aussi un problème d'éducation. Dans l'éducation civique, on apprend mille choses, je ne sais pas d'ailleurs si ça existe vraiment. On devrait apprendre aux enfants dans les classes primaires à quel point ils sont citoyens d'une république libre, ce qui veut dire qu'ils ont des droits. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, dans le respect de la loi. Ils ont le droit de répondre, ils ont le droit de ne rien dire. On devrait l'apprendre au lycée, on devrait l'apprendre dans les facs. Le cours de liberté publique, par exemple, à la fac de droit, devrait être le cours majeur, puisqu'en principe, tout s'explique par les libertés publiques. Pourquoi les gens qui font la morale aux autres sont souvent des fonctionnaires, alors qu'ils ne font qu'obéir? Ils brident la liberté à ceux qui veulent être libres. Il y a effectivement des fonctionnaires, mais le goût de moraliser et la leçon de morale, c'est une passion quasiment universelle. Je n'en suis pas exempt. Vous n'en êtes pas exempt. Nous avons tous des indignations morales justifiées pour nous. Mais nous appliquons nos indignations souvent à autrui. Et c'est aussi, ça demande du citoyen qui doit faire toujours un effort sur lui-même, une passion pour maîtriser ses réactions moralisatrices. Alors il se profile là, dans les des cours d'assises en jury populaire, qu'en pensez-vous? Que c'est un exemple de la transformation de l'institution judiciaire en institution administrative. Le citoyen, tout le monde le dit, tout le monde le sait, c'est toujours vrai, le citoyen juré arrive avec un œil frais. Il est curieux, il est parfois indigné, etc. Il a une réaction qui n'est pas marquée par l'habitude. Le magistrat professionnel, qui est un technicien, qui connaît le droit, a une grande faiblesse, c'est qu'il est habitué. À force de voir des crimes, il verra des crimes partout. À force de voir des maris qui battent leurs femmes, il verra des maris qui battent leurs femmes partout. Expliquez-moi pourquoi l'État en ce moment présente des excuses à tout le monde. Parce que Chesterton disait que le monde moderne est du christianisme dévoyé. Cette espèce de culpabilisme total, général, où tout le monde demande pardon à tout le monde, est ridicule. C'est une vertu qui se fonde sur une pratique religieuse, la demande de pardon. Mais élargir ça à la société, il nous manque un Rabelais pour rire fort, rire en s'esclaffant et en se tapant le ventre. Donc, en attendant le Rabelais, quel est votre regard sur la politique locale? Est-ce qu'on a un Rabelais aujourd'hui? Non. Qui était dans les murs de Montpellier il y a quelques siècles. Il y a bientôt 500 ans. Voilà. Non, il n'y a pas de Rabelais à Montpellier. À Montpellier, il y a les politiques, c'est-à-dire les personnes. Je sais qu'en politique, la passion, c'est de dire du mal d'autrui, et j'en dis, et surtout des politiques. Alors dites un peu de bien. Ils en ont besoin en ce moment. Mais non, je ne veux pas ni du mal ni du bien. Je ne veux pas les nommer parce que... Mais il y a quand même à Montpellier, il y a deux problèmes majeurs dont je m'étonne qu'ils ne soient pas au centre de la discussion politique depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis que mon patron n'est plus maire. Je remonte longtemps en arrière et je reconnais être ce qu'on appelle techniquement un vieux con. Mais il y a deux problèmes à Montpellier. Il y a le chômage, qui est absolument stupéfiant, qui condamne dans une mort économique, sociale, des générations de jeunes, dans le silence le plus absolu. Vous disiez que j'avais les opinions politiques de mon patron, certainement.
Mais la gauche, qui paraît-il représente les pauvres et les malheureux, j'attends à Montpellier que la gauche locale hurle devant le chômage. C'est 25 000, paraît-il, chômeurs de Montpellier. Ils se taisent, ils n'existent pas dans l'opinion publique. Nous nous sommes habitués à ce chômage. C'est la faute majeure commise par Frêche. Quel est votre deuxième point d'indignation? Le deuxième, c'est la présence d'une communauté d'origine immigrée que tout le monde traite dans l'indifférence la plus absolue. Or, il n'est pas normal que la Paillade soit devenue un ghetto pour nos concitoyens d'origine immigrée. Il n'est pas normal que les maires successifs ne considèrent pas que la paix civile, l'intégration, l'attention à ces immigrés, à ces anciens et présents immigrés, constitue une obligation majeure pour eux. Sinon, où est-ce que nous allons si ça continue? La crise, Altrad le dit, c'est un lieu commun. La crise va entraîner X milliers de chômeurs en plus. L'immigration est ce qu'elle est. Par voie de conséquence, ces deux problèmes vont s'aggraver. Où allons-nous? Un jour, nous aurons dans Montpellier une population aisée, à laquelle vous appartenez, à laquelle j'appartiens, qui vivra pas mal du tout, qui ira au théâtre, qui aura des émois artistiques, et à côté, vous aurez une population que nous ne connaîtrons plus, que nous n'aurons jamais vue, qui vivra dans le chômage, démotivée par une société qui la laisse tomber, problème aggravé par le fait que, venant de l'étranger, ils ne connaissent pas nos codes ou ils n'ont pas la même attention que nous à nos codes, etc. Cette société future est une société horrible. Bon, alors on va revenir sur la question chapeau pour un peu plus de gaieté. Voilà, si vous pouvez nous la lire, elle est un peu longue. Au sujet de la justice, Vincent Lindon a eu un coup de gueule pendant le Covid. Il a dit « Première instance, appel, cassation, 1 an maximum, serait-ce possible ?» C'est un beau programme, ça. C'est un beau programme, c'est une généralité qui, comme toutes les généralités, doit être mesurée. Il y a des affaires extrêmement urgentes et des affaires qui le sont moins. La procédure a inventé le juge des référés, c'est-à-dire le juge de l'urgence. Ce juge des référés prend une importance de plus en plus importante, c'est une bonne chose. C'est vrai que la justice est de plus en plus lente. C'est dû au fait que les magistrats ne peuvent pas travailler 12 heures par jour, que la justice doit se faire dans le calme, avec attention et minutie, et qu'une affaire ne peut pas être jugée, examinée par un magistrat en 2 heures. Il faut y réfléchir, ça demande du temps, regarder le droit, regarder le fait, vérifier, se demander si on se trompe, etc. Donc la justice, par nature, demande du temps. Ceci dit, lorsque ce temps est volontaire, c'est-à-dire que le juge dit « le problème est délicat, je demande du temps et j'ai besoin de temps », le temps est une bonne chose. Et que les avocats sont d'accord, les justiciables sont d'accord, le problème est complexe, difficile, il faut du temps. Mais il y a des affaires qui sont extrêmement urgentes qui, actuellement, puisqu'il n'y a pas suffisamment de crédits, donc pas suffisamment de magistrats, de greffiers, de locaux, d'ordinateurs, etc., prennent entre la première instance et la cassation 3 ans, 4 ans, parfois 5 ans, 6 ans. Donc, dire 1 an maximum d'une manière générale, c'est une généralité partiellement inexacte, mais il est évident qu'une société libre doit avoir des juges et une justice qui ait les moyens de fonctionner. Donc 1 an, c'est pas possible. Actuellement, ça paraît, c'est irréalisable, ce n'est pas vrai. Ça pourrait le devenir si les gouvernements successifs voulaient bien faire l'effort qui doit être fait.
Très bien, mais écoutez, je vous remercie. Merci.